Le goût du gâteau d'anniversaire s'est changé en cendres dans ma bouche alors que je me tenais sur le seuil du salon, regardant mes parents emballer méthodiquement leur vie dans des cartons soigneusement étiquetés. Mon 21e anniversaire, et ils n'avaient même pas pu attendre la fin de la fête pour lâcher leurs bombes. Je m'appelle Amélie, et voici l'instant où ma famille a volé en éclats. « Tu ne devais pas rentrer avant 1 heure », dit ma mère, sans même lever les yeux du carton qu'elle fermait. Ses ongles, à la manucure parfaite, brillaient tandis qu'elle lissait le ruban adhésif avec une efficacité redoutable. Le salon de coiffure a fini plus tôt. Ma voix semblait creuse, même à mes propres oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Mon père sortit de leur chambre, portant une autre boîte. Nous déménageons à Singapour. L'opportunité s'est présentée soudainement. Nous devions agir vite. Singapour. Le mot sonnait étranger sur ma langue. Quand? Ce soir. La voix de ma mère avait cette intonation clinique familière, celle qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles à ses patients. Notre vol décolle à minuit. J'avançais dans la pièce, ma nouvelle robe me paraissant soudain trop serrée, trop contraignante. Mais et moi? Ils échangèrent ce regard, celui qu'ils avaient perfectionné au fil des années de communication silencieuse. Finalement, mon père posa son carton et s'éclaircit la gorge. « Tu as 21 ans maintenant, Amélie. Tu es une adulte. Tu as toujours été indépendante et, honnêtement, c'est mieux pour tout le monde. » « Mieux ?» Le mot sortit comme un murmure. « Tu as été un frein à nos projets pendant des années, » dit ma mère, toujours concentrée sur son emballage. « Nous avons déjà reporté ce déménagement 3 fois à cause de tes diverses situations. » Mes mains se mirent à trembler. « Des situations? Vous voulez dire mon hospitalisation après l'accident de voiture? Mon diplôme universitaire? Entre autres choses. » Elle leva enfin les yeux, son regard froid et distant. « La vérité, c'est que nous avons dépassé cette vie, cette ville, ce... » Elle fit un geste vague dans ma direction. « Nous avons besoin de plus. »« Plus que votre fille ?» Ma voix se brisa. Mon père s'avança, sortant son portefeuille. « Nous ne t'abandonnons pas complètement. Il y a assez sur ce compte pour couvrir 6 mois de loyer et de dépenses. D'ici là, tu devrais avoir trouvé une solution. » La carte de crédit qu'il me tendait semblait se moquer de moi. « Vous prépariez ça depuis combien de temps? »« Est-ce que ça a de l'importance ?» intervint ma mère. « La décision est prise. Nous avons déjà signé les contrats, vendu la maison. Les nouveaux propriétaires prennent possession la semaine prochaine. Je sentis la pièce tourner. Où suis-je censée aller? Tu es une fille intelligente, dit mon père, laissant tomber la carte sur un carton voisin quand je ne la pris pas. Tu te débrouilleras. Tu l'as toujours fait. Peut-être que ta grand-mère t'accueillera, ajouta ma mère, son ton suggérant qu'elle en avait déjà discuté avec mamie Evelyne. Elle a toujours été excessivement attachée à toi, de toute façon. Les fleurs soigneusement arrangées sur la table basse attirèrent mon regard. Mon bouquet d'anniversaire, livré ce matin avec une carte qui disait « À notre très chère fille ». Les mensonges étaient partout, enveloppés dans du joli papier et de faux sourires. J'ai été acceptée en médecine, dis-je doucement. J'allais vous le dire ce soir, au dîner. J'ai reçu la lettre d'acceptation hier. Pour la première fois, les mouvements de ma mère hésitèrent. L'expression de mon père laissa entrevoir quelque chose, de la fierté, du regret, avant de redevenir soigneusement neutre. « C'est merveilleux, dit-il, mais son regard dérivait déjà vers les cartons. Tu réussiras brillamment, j'en suis sûre. Nous devons finir d'emballer, ajouta ma mère, mettant fin à la conversation. Les déménageurs seront là dans 1 heure pour les caisses que nous expédions. Je restais là, à les regarder reprendre le démantèlement méthodique de notre maison familiale, me sentant comme un fantôme dans ma propre vie. La robe d'anniversaire que j'avais passé des heures à choisir me semblait soudain être un costume, celui d'une enfant jouant à être grande pendant que les adultes prenaient les vraies décisions. Mon téléphone vibra dans mon sac. Probablement Étienne, se demandant pourquoi je n'étais pas à notre lieu de rendez-vous pour le dîner d'anniversaire qu'il avait prévu. Comment pouvais-je lui dire que pendant que je me faisais coiffer pour notre célébration, mes parents complotèrent leur fuite? Je fis demi-tour et sortis, laissant derrière moi la carte de crédit, les fleurs et les derniers vestiges des illusions de mon enfance. Ils ne m'appelèrent pas. Ils ne levèrent même pas les yeux. Dans l'allée, je m'arrêtais, les clés à la main, et réalisais avec une clarté saisissante que ce n'était pas seulement une fin, c'était un commencement. Ils pensaient m'effacer de leur histoire, mais en réalité,
il ne faisait que me donner la première page de la mienne. Et la vengeance, décidai-je, ferait un sacré chapitre d'ouverture. Les mains de mamie Evelyne tremblaient alors qu'elle posait sa tasse de thé. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de mes parents, et le silence pesant flottait encore dans l'air, comme la fumée après un incendie. « Il préparait ça depuis plus d'1 an, dit-elle, en faisant glisser une pile de papier sur sa table basse antique. J'ai trouvé ça en aidant ta mère à organiser son bureau le printemps dernier. » Les documents se brouillèrent devant mes yeux. Relevés bancaires, annonces immobilières à Singapour, correspondance par email datant de plusieurs mois. Chaque page révélait une autre étape soigneusement construite de leur plan d'évasion. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Ma voix se cassa. « M'aurais-tu cru ?» Les yeux d'Evelyne, si semblables à ceux de ma mère mais plus chaleureux, scrutaient mon visage. « Karine, ta mère, elle a toujours été douée pour faire douter les autres de leur propre perception. » Un souvenir refit surface. Moi, à 16 ans, racontant à ma mère avoir surpris mon père dans une conversation téléphonique, animée avec une femme inconnue. Elle m'avait convaincue que j'avais mal compris, que j'étais mélodramatique. La femme s'était avérée être son contact professionnel à Singapour. « Ils ont mis la maison en vente il y a des mois », dis-je en parcourant un contrat immobilier. Pendant que j'y vivais encore, pendant qu'ils m'aidaient à préparer mon entrée en médecine. « Ta lettre d'acceptation », dit doucement Evelyne. « Tu leur as dit ?» ?»« Oui, je ris amèrement, juste avant qu'ils ne partent. Ma mère n'a même pas interrompu ses cartons. La sonnette retentit, interrompant notre conversation. La femme de ménage d'Evelyne fit entrer ma tante Lise, le visage pincé par l'inquiétude. « Je viens d'avoir Karine au téléphone », annonça-t-elle sans préambule. « Elle est furieuse que tu restes avec maman au lieu de suivre leur plan. »« Leur plan ?» fis-je écho. « L'appartement qu'ils ont arrangé, celui que la carte de crédit était censée payer. » Les yeux de Lise se plissèrent. « Ils disent que tu te montres délibérément difficile. » Bien sûr qu'ils le disent. Je me levai, arpentant le salon d'Evelyne. Dieu nous en préserve, leur abandon parfaitement orchestré ne se déroule pas comme prévu. « Amélie !» La voix d'Evelyne contenait une note d'avertissement. « Ne laisse pas l'amertume t'empoisonner. Trop tard. » Les mots avaient un goût de métal dans ma bouche. Saviez-vous qu'ils transférèrent de l'argent sur des comptes offshore? Tout est là, noir sur blanc. Des années de planification pendant que je faisais des petits boulots pour éviter de leur demander de l'aide pour mes frais universitaires. Lise prit l'un des relevés bancaires. Ça ne peut pas être légal. Ça ne l'est probablement pas. Les mains d'Evelyne étaient jointes fermement sur ses genoux. C'est pourquoi j'ai déjà contacté mon notaire. J'arrêtais de faire les 100 pas. Quoi? Je modifie mon testament, dit-elle fermement. Tout te reviendra. Ils ne pourront pas y toucher. Maman, réfléchis bien, la prévint Lise. Karine ne le prendra pas bien. Karine a cessé de se préoccuper de mes souhaits le jour où elle a décidé d'abandonner son unique enfant. La voix d'Evelyne avait une inflexion d'acier sous sa douceur. Mon téléphone vibra. Étienne, encore. J'évitais ses appels depuis cette nuit-là, ne sachant pas comment lui expliquer que ma vie de famille parfaitement organisée n'avait été qu'un château de cartes. « Tu devrais lui parler », dit doucement Lise. « Il est passé à la maison hier, il te cherchait. » « Je ne peux pas. » J'avalais ma salive. « Pas encore. » « Les choix de tes parents ne te définissent pas, » dit Evelyne en se levant lentement de son fauteuil. « Mais ta réaction à ces choix, si. » La sonnette retentit de nouveau. Cette fois, mon oncle Didier se tenait sur le seuil, l'air grave. « Ils vendent tout, » dit-il, sans un mot de salutation. « La maison, la résidence secondaire, même le cabinet médical de Karine. Marc a déjà accepté un poste d'associé à Singapour. »« Depuis quand le savais-tu » demandai-je. Son silence fut une réponse suffisante. Dehors, ma voix tremblait de fureur. Vous tous, ceux qui savaient, qui les ont regardés préparer ça sans rien dire. Dehors. Amélie, commença Lise, mais Evelyne leva la main. Laisse-la, elle a besoin de temps. Ils sortirent, ne laissant qu'Evelyne et moi dans la pièce soudainement trop silencieuse. Je pris un autre document. Un contrat de location pour un appartement de luxe dans le quartier le plus exclusif de Singapour. « Ils vont le regretter », dis-je, ma voix stable pour la première fois depuis des jours. « Je vais m'en assurer. » Evelyne me toucha doucement l'épaule. « La vengeance est une arme à double tranchant, ma chérie. Alors j'apprendrai à saigner. »
Je croisais son regard dans le miroir au-dessus de sa cheminée. Ils m'ont au moins appris ça. Comment sourire à travers la douleur. Les papiers dans mes mains contenaient plus que la simple preuve de leur trahison. Ils contenaient les graines de leur destruction. Et j'avais l'intention de les planter soigneusement, de les arroser de larmes et de les regarder grandir jusqu'à devenir quelque chose qui briserait leur nouvelle vie, si soigneusement construite, aussi complètement qu'ils avaient de briser la mienne. La porte du box de stockage grinça en s'ouvrant, révélant 21 ans de mensonges soigneusement conservés. Le système d'étiquetage méticuleux de ma mère me permit de trouver facilement ce que je cherchais. Des cartons marqués « Documents familiaux » et « Dossiers financiers » étaient alignés en rangées nettes contre le mur du fond. J'avais trouvé la clé dans le vieux bureau de mon père, avec un reçu pour 1 an de location prépayé pour ce box. Ils avaient prévu de garder ces secrets sous clé, espérant probablement que je ne penserais jamais à regarder ici. « Tu ne devrais pas faire ça seul », dit Étienne derrière moi. Après une semaine à l'éviter, je l'avais finalement appelé. Certaines vérités nécessitaient un témoin. J'ai besoin de tout savoir. Je sortis le premier carton, la poussière couvrant mes doigts. « Aide-moi ou pars ». Il répondit en attrapant un autre carton. Les premiers dossiers ne révélèrent rien de surprenant. De vieilles déclarations d'impôts, des polices d'assurance. Mais plus profondément dans le deuxième carton, je le trouvais. Un dossier intitulé « Initiative Singapour 2019 ». 2 ans de planification documentée dans les moindres détails. « Regarde ça », dis-je en brandissant une série d'emails. Ils ont commencé à transférer de l'argent à l'étranger avant même que j'aie mon bac. Étienne lut par-dessus mon épaule, son souffle chaud contre mon cou. Il montait des sociétés écrans. « Et voici le meilleur », dis-je en sortant un document familier. « Tu te souviens quand ils m'ont convaincu de leur confier la gestion de mes économies pour les études, pour mieux les gérer? Ils s'en sont servis comme capital de départ pour leur projet à Singapour. »« C'est du vol », dit doucement Étienne. « C'est la famille », corrigeai-je, un rire amer m'échappant. Du moins, leur version. Mon téléphone vibra. Un autre message de ma mère. Ils alternaient menaces et tentatives de culpabilisation depuis qu'ils avaient découvert le projet de mamie Evelyne de changer son testament. Ils deviennent désespérés, murmurai-je en montrant le message à Étienne. Écoute ça. L'état mental de ta grand-mère est discutable. Nous essayons seulement de protéger l'héritage familial. Le protéger pour eux-mêmes, tu veux dire? Un éclat de couleur attira mon œil. Un journal intime en cuir rouge, coincé entre des dossiers. L'écriture de ma mère remplissait ces pages, remontant à 3 ans. Oh mon Dieu, mes mains tremblaient en lisant. Ils n'avaient jamais eu l'intention de me le dire en personne. Il y a une lettre ici, qu'ils ont écrite pour tout expliquer. Ils allaient me l'envoyer par la poste après leur départ. Le bras d'Étienne s'enroula autour de mes épaules. Amélie, attends. Il y a plus. Je feuilletais les pages. Ils surveillaient mes comptes bancaires, mes relevés téléphoniques. Ils étaient au courant de mon acceptation en médecine depuis 2 semaines. Ils lisaient mes emails. C'est pour ça qu'ils ont précipité leur départ, réalisa Étienne. Ils savaient que tu voudrais leur soutien pendant tes études de médecine. Les néons du box de stockage bourdonnaient au-dessus de ma tête, chaque scintillement angoissant, correspondant au pouls de la rage qui montait derrière mes yeux. Mon téléphone vibra à nouveau. Oncle Didier, cette fois. Tes parents demandent la mise sous tutelle de ta grand-mère. Ils prétendent qu'elle est manipulée. Le journal tomba de mes doigts, engourdi. Ils essaient de prendre le contrôle de ses biens avant qu'elle ne puisse changer son testament. Ils n'y arriveront pas, dit fermement Étienne. Nous avons la preuve de leur planification, de leur manipulation financière. La preuve qu'ils n'ont jamais pensé que je trouverais. Je fis un geste vers le box de stockage. Ils deviennent négligents, désespérés. Un nouveau message illumina mon téléphone. De Sophie, ma cousine. Maman et papa se disputent à ton sujet. Papa dit que ce que tante Karine et oncle Marc ont fait est mal. Mais maman prend leur parti. Ça devient moche. Je regardais les documents éparpillés autour de nous, preuve d'années de trahison calculée. Ils ne détruisent pas seulement notre famille, dis-je lentement. Ils forcent tout le monde à choisir un camp. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ramassai le journal de ma mère, ces pages lourdes de secrets. Ils m'ont bien appris. Comment planifier? Comment attendre? Comment frapper là où ça fait mal? Je croisais le regard inquiet d'Étienne. Ils n'ont juste jamais pensé que j'utiliserais ces leçons contre eux. Amélie, la vengeance ne guérira pas ça. Non,
J'acquiesçais en glissant le journal dans mon sac. Mais ça pourrait les empêcher de faire du mal à quelqu'un d'autre. Ils essaient de tout prendre à mamie Evelyne maintenant. Qui sera le prochain? La porte du box se referma derrière nous, le son résonnant comme un coup de marteau de juge. Dans mon sac, le journal pesait contre moi, une arme chargée de leurs propres mots, de leurs propres aveux. Ils m'avaient appris une autre leçon aussi. Les secrets de famille sont les meilleures munitions. La bague de fiançailles capta la lumière du matin alors que je la tournais autour de mon doigt. Étienne m'avait demandé en mariage la nuit dernière, après des semaines de planification minutieuse. Cela aurait dû être le moment le plus heureux de ma vie. Au lieu de cela, j'étais assise dans le bureau du notaire de mamie Evelyne, regardant mon monde basculer une fois de plus sur son axe. L'équipe juridique de vos parents a déposé une requête en urgence, dit Maître Chen en faisant glisser des documents sur son bureau. Ils invoquent l'abus de faiblesse et l'influence indue. La main d'Evelyne trouva la mienne sous la table. Ils ne réussiront pas. Ils n'ont pas besoin de réussir, dis-je, la prise de conscience me frappant comme de l'eau glacée. Ils ont juste besoin de faire traîner ça assez longtemps pour épuiser vos ressources. Il y a plus. L'expression de Maître Chen se durcit. Ils ont soumis des preuves suggérant que vous avez manipulé le traitement médicamenteux de votre grand-mère pour affecter sa capacité de décision. La pièce tourna légèrement. C'est impossible. Je n'ai jamais... Ils ont les registres de la pharmacie, interrompit-il doucement, montrant des schémas de renouvellement irréguliers au cours du dernier mois. La poigne d'Evelyne se resserra. C'est parce que j'ai changé de pharmacie. Ils invoquent également l'exploitation financière. Il tapota un autre document. Des retraits importants de vos comptes coïncidant avec des visites à votre grand-mère. Ma bague de fiançailles me parut soudainement lourde. Les retraits étaient pour la compte de la fac de médecine et la bague d'Étienne. Ils construisent un récit, expliqua Maître Chen. Un récit qui vous dépeint comme une petite fille opportuniste profitant d'une femme âgée et vulnérable. L'ironie me brûla comme de l'acide. Alors que ce sont eux qui essaient de prendre le contrôle de ses biens. Mon téléphone vibra. Tante Lise. Il faut qu'on parle. Didier a trouvé quelque chose. Ils ne s'attaquent plus seulement à moi, dis-je en me levant. Ils essaient de détruire mon avenir. La fac de médecine, mes fiançailles, ma relation avec mamie. Ils veulent tout prendre. Amélie. La voix d'Evelyne contenait un avertissement. Ne laisse pas la colère obscurcir ton jugement. Non, j'acquiesçais en ramassant les documents juridiques. La colère rend les choses limpides. Oncle Didier attendait à son bureau, l'air plus hanté que jamais. Tu dois voir ça. Il afficha des images de vidéosurveillance du cabinet médical de mes parents. J'y étais, entrant après les heures de fermeture, il y a 2 semaines. Sauf que je n'y étais jamais allé. Quelqu'un a utilisé ton ancienne carte d'accès, expliqua-t-il. Ils ont accédé au dossier des patients, au registre financier. Ta mère prétend que tu as volé des informations confidentielles. Ils me piègent. Les mots avaient un goût de cendre. Mais qui? Sophie. Didier ne croisa pas mon regard. Ta mère l'a convaincu que c'était pour ton bien. Pour t'empêcher de faire une terrible erreur. Ma cousine? Mon amie? Une autre trahison à ajouter à la collection grandissante. Ils sont doués pour ça, dis-je doucement. Monter la famille contre la famille. Pas tout le monde. Didier sortit une clé USB. J'ai fait des copies de tout avant qu'ils ne puissent modifier les horodatages. Et il y a autre chose. Des emails entre tes parents et leurs partenaires à Singapour, datant de 5 ans. Mon téléphone vibra à nouveau. Étienne, cette fois. Tes parents viennent de m'appeler. Ils disent avoir la preuve que tu mens sur tout. Je regardais mon reflet dans la fenêtre du bureau de Didier. La fille que mes parents avaient de façonner avec leurs leçons prudentes de manipulation et de contrôle. Ils m'avaient trop bien formée. Dis-leur que tu les crois, dis-je. Dis-leur que tu as des doutes sur moi. Quoi? Pourquoi ferais-je ça? Parce que nous avons besoin qu'ils pensent qu'ils sont en train de gagner. Je touchais la clé USB dans ma poche. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir jouer à ce jeu. Didier s'éclaircit la gorge. Amélie, la vengeance ne te rendra pas ce qu'ils t'ont pris. Je ne le veux pas en retour. Je croisais son regard avec assurance. Je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Mais d'abord, je dois m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais blesser personne comme ils m'ont blessé. Mon téléphone s'illumina avec un autre message de ma mère. Cette fois, nous essayons seulement de protéger l'héritage familial. Arrête de te battre contre nous.
et nous pourrons trouver un arrangement. Je pensais aux preuves en ma possession, à la trahison de Sophie, aux pièges minutieux qu'il tendait. Il s'attendait à ce que je réagisse avec colère, que je fasse des erreurs, que je confirme leur récit. Au lieu de cela, je leur donnerais exactement ce qu'ils voulaient. Une fille qui semblait s'effondrer sous la pression. Laissez-les penser qu'ils gagnaient. Après tout, ils m'avaient appris la leçon la plus importante de toutes. La meilleure vengeance est un plat qui se mange avec le sourire. Les chuchotements me suivaient dans les couloirs de l'hôpital comme un gaz toxique. 2 infirmières s'arrêtèrent de parler à mon passage, leurs yeux fuyant les miens. À la cafétéria, un groupe d'internes était penché sur leur téléphone, levant les yeux vers moi avec un intérêt mal dissimulé. Je compris pourquoi en consultant mes emails. Quelqu'un, ma mère évidemment, avait envoyé une lettre anonyme au conseil d'administration de la faculté de médecine, remettant en question ma stabilité mentale et mon aptitude éthique. Des copies avaient été envoyées à tous les grands hôpitaux de la région. « Ils disent que tu as manipulé les dossiers médicaux de ta grand-mère », dit Sophie, apparaissant à côté de moi comme un fantôme, « et que tu es instable, potentiellement dangereuse pour les patients. » Je fermai lentement mon ordinateur portable. « C'est pour ça que tu les as aidés à me piéger au cabinet? Parce que tu crois que je suis instable ?» Elle tressaillit. « Je ne... Ils ont dit que c'était pour ton bien, que tu avais besoin d'aide. » « De l'aide ?» Je ris, le son assez aigu pour faire se retourner les étudiants voisins. « Comme l'aide qu'ils m'ont apportée en volant mes économies pour les études? Ou en m'abandonnant le jour de mon anniversaire? Ce n'est pas... » Elle s'arrêta, se tordant les mains. « Ils disent que tu mens sur tout, que c'est toi qui... Dehors. » Ma voix était stable, même si mes mains tremblaient. « Et dis-leur que leur plan a fonctionné. Tout le monde parle de l'étudiante en médecine instable qui pourrait péter les plombs à tout moment. » Mon téléphone vibra. Étienne, annulant encore notre dîner. Ces messages étaient devenus de plus en plus distants depuis que mes parents l'avaient contacté. Un autre email arriva du conseil de la faculté. Mon admission était en cours de révision, en attente d'une enquête. Je sortis de l'hôpital sous la pluie, sans prendre la peine d'ouvrir un parapluie. L'eau se mélangeait aux larmes que je refusais de reconnaître. Amélie. Oncle Didier se tenait près de ma voiture, un dossier à la main. « Tu dois voir ça. » À l'intérieur se trouvaient des impressions d'autres emails. Mes parents, en coordination avec leurs avocats, planifiant chaque étape de ma destruction. Ils avaient anticipé chaque mouvement, mis en place chaque domino parfaitement. Ils sont minutieux, dis-je, la voix creuse. Je leur accorde ça. Il y a plus. Didier hésita. Il prévoit de faire déclarer Evelyne inapte. Ils ont déjà trouvé des médecins prêts à témoigner. Mes mains froissèrent les papiers. Bien sûr qu'ils en ont. Maman a probablement soigné leurs enfants gratuitement, accumulant les faveurs au fil des ans. « Tu dois arrêter de te battre contre eux », dit-il doucement. « Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas détruit tout ce qui t'est cher. » Je regardais mon reflet dans la vitre de la voiture, la fille qu'ils avaient créée, celle qu'ils pensaient pouvoir contrôler ou détruire à volonté. « Non, Amélie, ils veulent que je craque. » Je me tournais pour lui faire face. « Très bien, je vais craquer. Je vais avoir une crise de nerfs très publique, leur donner exactement ce qu'ils veulent, les laisser penser qu'ils ont gagné. Et puis, je sortis mon téléphone, faisant défiler les preuves que j'avais rassemblées. Alors je montrerai à tout le monde qui ils sont vraiment. Chaque manipulation, chaque mensonge, chaque trahison, documentée avec leurs propres mots. Ils ne te le pardonneront jamais. Tant mieux. Je montais dans ma voiture, parce que je ne leur pardonnerai jamais non plus. À la maison, mamie Evelyne attendait avec tante Lise. Leurs visages me dirent qu'elles avaient appris la nouvelle. « Ils disent des choses terribles sur toi », dit Lise en tendant la main vers moi. Je reculais. « Ils disent des choses vraies sur eux-mêmes. Ils ne le savent juste pas encore. La vengeance ne guérira pas cette blessure, prévint Evelyne. Je ne veux pas de guérison. » Je sortis le journal de ma mère, la clé USB, les emails. Je veux la justice. Et je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti en regardant tout ce qu'ils ont construit s'effondrer autour d'eux. Mon téléphone s'illumina avec un autre message de ma mère. « Arrête ça maintenant et nous pourrons encore arranger les choses. Tu ne fais que te faire du mal. » Je pensais au conseil de la faculté, à la distance croissante d'Étienne, à la trahison de Sophie. Ils avaient raison. Je souffrais. Mais la douleur, avais-je appris, pouvait être une arme.
Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, dis-je à Evelyne et Lise. La fille instable, le scandale familial, la crise de nerfs publics. Et quand ils célébreront leur victoire, quand ils penseront m'avoir enfin complètement brisée. Je laissais la phrase en suspens, mais je pouvais voir dans leurs yeux qu'elles avaient compris. Parfois, la seule façon de gagner contre les maîtres de la manipulation est de jouer à leur jeu mieux qu'eux. Et ils m'avaient si bien appris. Le gala de charité annuel de la famille devint ma scène de destruction. Ma mère et mon père étaient revenus de Singapour spécialement pour cet événement. Leur réputation l'exigeait. Ils avaient passé 20 ans à construire leur image dans cette communauté, et j'étais sur le point de la démolir en 20 minutes. Je portais du rouge, leur couleur préférée pour les grandes occasions, la robe qu'ils m'avaient achetée pour ma remise de diplôme, avant de décider que j'étais jetable. Étienne se tenait à l'autre bout de la salle, évitant ostensiblement mon regard. Il avait choisi son camp. « Tu ne devrais pas être ici », me chuchota Sophie alors que je passais. « Tout le monde parle de ton état. C'est le but. » Je souris, une expression assez acérée pour la faire reculer. Ma mère tenait sa cour près de la scène, élégante en soie noire, tandis que mon père parcourait la salle avec un charme exercé. Ils avaient tout orchestré à la perfection, les chuchotements compatissants sur leur fille à problème, les regards inquiets, le récit soigneusement élaboré de parents essayant de protéger leur enfant instable. « Mesdames et messieurs », annonça le coordinateur de l'événement, « nous allons maintenant écouter le docteur Karine nous parler des initiatives caritatives de cette année. » Ma mère s'approcha du podium, rayonnant d'une chaleur professionnelle. Je m'approchai, la clé USB lourde dans ma pochette. « Avant de commencer, m'écriai-je, ma voix portant dans la salle soudainement silencieuse, je pense que nous devrions discuter d'un autre type de charité. Le genre qui consiste à voler sa fille et à l'abandonner le jour de son anniversaire. » Le silence devint glacial. Le sourire de ma mère ne vacilla pas. « Amélie, ma chérie, ce n'est ni le moment ni le lieu. C'est exactement le moment. » Je sortis mon téléphone, le connectant au système de présentation. Parlons des comptes offshore, des documents falsifiés, de 20 ans de manipulation calculée. Mon père apparut à mon coude, sa prise ferme sur mon bras. « Tu fais une scène. »« Non », le corrigeai-je en me dégageant. « Je dis la vérité. » Enfin, le premier email apparut à l'écran. Ma mère discutant de leur plan d'évasion des années auparavant. Puis des relevés bancaires, des documents juridiques, leur trahison soigneusement documentée, affichée en haute définition. « Elle ne va pas bien !» annonça ma mère à la foule, la voix empreinte d'une sollicitude fabriquée. Nous avons essayé de garder cela privé, mais... Privé ? Je ris. Comme la façon dont vous avez privé mon fonds d'études, ou prévu en privé de faire déclarer mamie Evelyne inapte ? Des murmures parcoururent la foule. Je vis oncle Didier se diriger vers la sortie, la main de tante Lise pressée contre sa bouche, le visage de Sophie pâle de reconnaissance. Puis tout devint noir. Les générateurs de secours se mirent en marche. Mais le mal était fait. Mes preuves avaient disparu avec le courant. Mon père se tenait près du panneau électrique, une clé à la main. « C'est exactement ce qui nous inquiétait », dit ma mère d'un ton suave. « Ces délires paranoïaques, ces explosions publiques. » La sécurité s'approcha, appelée par un signal discret de mon père. Je vis Étienne se détourner, incapable de regarder. « Vous m'avez trop bien appris », dis-je alors qu'il m'attrapait. Sur la manipulation, sur le contrôle, sur la façon de détruire les gens tout en ayant l'air d'être la victime. J'ai appris des meilleurs. « Sortez-la discrètement », ordonna mon père. Elle fait clairement une autre crise. La foule s'écarta alors que la sécurité m'emmenait, leur visage un flou de pitié et de gêne par procuration. Exactement comme mes parents l'avaient prévu. Leur fille instable, craquant enfin en public, prouvant tout ce qu'ils avaient dit. Dehors, l'air nocturne me frappa comme une gifle. Mon téléphone vibra. Mamie Evelyne. Ils sont en route pour chez moi avec les médecins. Je suis désolée, ma chérie, je n'ai pas pu les arrêter. Un autre message suivit, du conseil de la faculté de médecine. Mon admission n'était plus seulement en révision, elle avait été révoquée. Je m'effondrais sur les marches, le béton froid à travers ma robe. Ils avaient gagné. Chaque plan soigneusement élaboré, chaque preuve, chaque tentative de justice, détruit par une simple coupure de courant et des années d'influence soigneusement cultivées. Une ombre tomba sur moi. Oncle Didier se tenait là, le visage sombre. Ils font interner Evelyne ce soir. Ils ont déjà déposé les papiers d'urgence. C'est fini, murmurai-je, le combat s'échappant de moi. Ils ont tout pris. Pas tout.
Il me tendit un téléphone. Pas le mien, mais un que je reconnus du box de stockage. L'ancien appareil de ma mère, celui qu'elle avait remplacé avant de partir. « Ils t'ont appris la manipulation », dit-il doucement. « Mais ils ont oublié les plans de secours. Ta grand-mère n'était pas la seule à tout enregistrer. » Je pris le téléphone. Son poids familier et pourtant différent. Pas la preuve de leur trahison, cette fois, mais la preuve de leur destruction. Parfois, il faut tout perdre pour voir clairement ce qu'il faut faire ensuite. Et je pouvais enfin voir. La salle du conseil de l'hôpital ressemblait à une salle d'audience. Ma mère et mon père étaient assis d'un côté, leurs avocats les flanquant comme des gardes. Mamie Evelyne était assise à côté de moi, sa main stable sur mon bras malgré les médecins qu'ils avaient amenés pour témoigner de son état. Je posai l'ancien téléphone de ma mère sur la table. Avant que cette audience de mise sous tutelle ne commence, il y a quelque chose que tout le monde doit voir. Encore des preuves fabriquées? Le sourire de ma mère était impeccable, exercé. « Ma chérie, tu ne fais qu'aggraver les choses pour toi-même. » J'appuyais sur play. La voix de ma mère remplit la pièce. Pas sa voix publique, mais la voix froide dont je me souvenais de cette nuit d'anniversaire. La vidéo les montrait, elle et mon père, dans leur bureau, il y a 3 ans, discutant de leurs plans en détail. « L'affaire de Singapour est presque finalisée », disait mon père à l'écran. « Nous devons juste déplacer les actifs discrètement. Les économies de la petite pour ses études d'abord, puis les comptes offshore. »« Et Evelyne ?» demandait ma mère. « Une fois que nous serons établis à l'étranger, nous la ferons déclarer inapte. Tout nous reviendra en tant que plus proches parents. » Les membres du conseil se tortillèrent, mal à l'aise. L'avocat de ma mère commença à parler, mais je n'avais pas fini. Il y a plus. Je passais à un enregistrement plus récent. Ma mère parlant à ses médecins, arrangeant de faux témoignages sur l'état mental d'Evelyne. Puis des emails détaillant leurs plans pour détruire mes perspectives d'études en médecine. Ces enregistrements sont irrecevables, protesta leur avocat. Obtenus sans consentement. Par votre propre téléphone. Le coupai-je en regardant ma mère. Celui que vous pensiez avoir effacé avant de le remplacer. Celui qui continuait à se synchroniser sur votre compte cloud parce que vous n'avez jamais changé les paramètres. La façade de mon père se fissura en premier. Tu n'avais pas le droit. Comme vous n'aviez pas le droit de voler mon avenir, ma voix resta stable. De planifier l'emprisonnement de ma grand-mère tout en prétendant vous soucier de son bien-être. Tout ce que nous avons fait, commença ma mère, son masque professionnel glissant, c'était pour le bien de vos rêves à Singapour. La voix d'Evelyne avait une force inattendue. Vos comptes offshore? Dis-moi, Karine, quand as-tu décidé que ta propre fille valait moins que tes ambitions? La porte de la salle du conseil s'ouvrit. Oncle Didier entra avec 2 policiers et un homme en costume. Mademoiselle Thompson. L'homme en costume s'approcha. Je suis de la brigade financière. Nous aimerions poser quelques questions à vos parents sur certaines transactions irrégulières et des allégations potentielles d'abus de faiblesse. Le masque parfait de ma mère vola en éclats. Tu n'oserais pas? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Fait pour moi? Je me levai, laissant enfin la rage se montrer. Vous m'avez volé, abandonné, vous avez essayé de détruire tout ce qui m'était cher, et quand ça n'a pas suffi, vous avez essayé d'enfermer la seule personne qui m'ait jamais vraiment protégée. Nous te protégions de toi-même, insista mon père, mais ses yeux étaient sur les policiers. Non, je rassemblais les dossiers de preuves. Vous vous protégiez vous-même, et vous m'avez appris exactement comment faire la même chose. L'heure suivante se passa dans un flou de déposition et de signature. Ma mère et mon père furent emmenés pour interrogatoire, leurs avocats s'empressant de limiter les dégâts. L'audience de mise sous tutelle fut rejetée, les droits d'Evelyne entièrement restaurés. « Tu l'as fait », chuchota Sophie depuis la porte. Elle s'était glissée pendant le chaos. « Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir cru plus tôt. » Je regardais mes parents à travers les fenêtres de la salle du conseil alors qu'ils étaient escortés. Ils m'avaient tout appris sur le pouvoir et le contrôle, sur le maintien de façades parfaites tout en détruisant des vies. Ils ne s'étaient juste jamais attendus à ce que j'apprenne ces leçons si bien. « Amélie, » dit doucement Evelyne, « c'est fini. » Mais ça ne l'était pas. Pas vraiment. Car en les détruisant, j'étais devenue ce qu'ils avaient en fait de moi. Quelqu'un capable de démanteler méthodiquement la vie des autres. La victoire avait un goût de cendre. Mon téléphone vibra. « Étienne. J'ai vu les nouvelles. On peut se parler? » « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Didier en rassemblant les dossiers de preuves.
Je regardais ma mère et mon père disparaître dans des voitures de police séparées, leur monde si soigneusement construit s'effondrant autour d'eux. Ils avaient voulu m'effacer de leur histoire, mais au lieu de cela, j'en étais devenu l'auteur. Maintenant, je pris le téléphone de ma mère, l'instrument de leur destruction. Maintenant, j'apprends à écrire ma propre histoire, une qui ne se termine pas par la vengeance. Parce qu'ils m'avaient appris une dernière leçon. La victoire et la guérison ne sont pas toujours la même chose. Et je devais choisir celle que je voulais le plus. Les marches du palais de justice semblaient différentes sous mes pieds, alors que je quittais l'audience de condamnation. Les visages de ma mère et de mon père étaient restés stoïques pendant que le juge détaillait leurs crimes financiers. Mais j'avais surpris le léger tremblement dans la main de ma mère, la crispation autour des yeux de mon père. Leur masque parfait se fissurait enfin. « Tu n'étais pas obligé de venir aujourd'hui », dit Étienne, qui attendait à côté de sa voiture. « Si, je l'étais. » Je lui tendis l'enveloppe que je portais, ma lettre d'acceptation en médecine. Le conseil avait annulé sa décision après avoir examiné les preuves. Son sourire était chaleureux, sincère. « Tu vas être une médecin incroyable, telle mère, telle fille. » Les mots avaient un goût différent maintenant, moins amer. Chez mamie Evelyne, Sophie attendait sur le porche, l'incertitude dans chaque ligne de son corps. Nous n'avions pas parlé depuis la salle du conseil de l'hôpital. « J'ai apporté tes vieilles photos », dit-elle en tendant une boîte à chaussures. Celle de quand on était enfant, avant tout ça. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs capturés dans des couleurs passées. Fêtes d'anniversaire, vacances en famille, des moments où les sourires étaient peut-être réels. Ou peut-être étions-nous tous simplement devenus meilleurs pour faire semblant. « Ils n'ont pas toujours été comme ça, n'est-ce pas ?» chuchota Sophie. « Non. » Je touchais une photo de ma mère m'apprenant à faire du vélo. Ils étaient exactement comme ça. Parfaits en surface, creux à l'intérieur. Nous ne savions juste pas comment le voir à l'époque. La voix d'Evelyne parvint de l'intérieur, où elle parlait avec oncle Didier de la fondation que nous avions créée pour soutenir les enfants victimes d'abandon parental, utilisant les biens saisis de mes parents pour réparer ce qu'ils avaient de brisé chez les autres. La propriété de Singapour a été vendue, rapporta Didier en nous rejoignant. L'argent a été transféré sur le compte de la fondation. J'acquiesçais, pensant à l'empire que mes parents avaient essayé de construire sur des rêves volés et une confiance brisée. Maintenant, ils construiraient quelque chose d'entièrement différent. « Il y a quelque chose que tu devrais voir », dit Evelyne en tendant une lettre. « Je l'ai trouvée dans l'annuaire de l'école de médecine de ta mère. » Le papier était jauni, l'écriture douloureusement familière. Ma grand-mère, des décennies plus jeune. Une lettre à ma mère, pleine d'avertissements sur le coût de l'ambition, sur le prix à payer pour placer le succès au-dessus de l'amour. Elle l'avait vu venir, même à l'époque. Elle ne l'a jamais lu, dit doucement Evelyne. Je n'ai pas pu la sauver de devenir ce qu'elle craignait le plus. Mais tu t'es sauvée, toi. L'ai-je fait? Je regardais les documents de la fondation étalés sur sa table. Ou ai-je simplement appris à détruire plus efficacement? Tu as appris à guérir, corrigea Étienne en prenant ma main, en commençant par toi-même. La bague de fiançailles capta la lumière, ne semblant plus être un poids. Nous avions reporté le mariage pendant le procès, mais maintenant, j'ai quelque chose pour toi, dit Sophie, sortant une autre enveloppe de son sac. Des lettres de tes parents, écrites en détention avant la sentence. Je ne les ai pas lues. Je pris l'enveloppe mais ne l'ouvris pas. Certains mots ne pouvaient pas réparer ce qui était cassé, et certaines fractures devaient le rester pour guérir correctement. La première collecte de fonds de la Fondation a lieu la semaine prochaine, dis-je à la place. Nous aidons 3 étudiants qui ont perdu leurs fonds universitaires à cause de la fraude de leurs parents. Telle mère, telle fille, fit écho Sophie à mes paroles précédentes, mais avec une signification différente. Tu construis quelque chose à partir de ce qu'ils ont détruit. Plus tard, seul dans mon appartement, j'ouvris enfin les lettres de mes parents. Leurs mots étaient ceux à quoi je m'attendais. Des justifications enveloppées dans des excuses, des manipulations cachées dans des déclarations d'amour. Mais ils n'avaient plus de pouvoir. Mon téléphone vibra avec un message du conseil de la faculté de médecine. Mon premier stage serait en pédiatrie. Aider les enfants à guérir, les protéger du mal. Construire quelque chose de nouveau à partir des leçons du passé. Je plaçais les lettres de mes parents dans la boîte à chaussures avec les vieilles photos. Non pas pour oublier, mais pour me souvenir différemment.
Il m'avait tout appris sur le pouvoir, le contrôle et la destruction. Mais il m'avait aussi appris, involontairement, la résilience, la guérison et la force de choisir un chemin différent. Les dossiers de la Fondation attendaient sur mon bureau, les cas du mois prochain prêts à être examinés. 3 autres familles à aider, 3 autres histoires à changer. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout la destruction, c'est la création. Construire quelque chose de beau sur les cendres de ce qui a été perdu. Et je ne faisais que commencer. Fin de l'histoire.